Sunday Production. Le sacrifice de Van Der Poel sur Sanremo et le doublé de Paul Lapera en France, c'est parti pour Full Gas, le podcast des vrais gaziers. Full Gas, plongez dans l'actualité du cyclisme professionnel avec la tête dans le guidon. Salut les amis, resserrez vos chaussures, rentrez vos épaules et gardez la tête dans le guidon. Bienvenue dans le podcast Full Gas, présenté par LTDG depuis Lyon. Allez, c'est parti pour le 3e épisode de la série Full Gas. Je te propose qu'on n'attende pas trop et qu'on aille directement dans les résultats. Vas-y, on peut partir, il y a eu beaucoup de courses cette semaine en Belgique, en Italie, en France, on a vu du vélo de partout, c'était vraiment une superbe semaine. Ouais, il y a eu les grosses courses sont reparties, notamment en Italie, avec en début de semaine une petite répétition pour Milan-San Remo, c'était Milan-Turin. Qu'est-ce qui s'est passé, Grégoire ? À Milan-Turin, c'était une course de malade. Franchement, j'étais devant ma télé comme un dingue. Et il y a Bettiol qui a mis une cacahuète, genre dans la côte à 30 km de l'arrivée, une trentaine de kilomètres dans Prascorno-Sano, là, 3 km 7%. Il avait, je sais pas si t'as vu, combi full aéro. Manche longue, gants aéro, casque aéro, ouais, il a chaussures aéro. Et il allait au bout, il a fait quand même un peu une Pogacar, une Remco, une Pidcock. On a l'habitude de le voir par ses grands coureurs. Là, c'est Alberto Bettiol qui l'a fait. Et ça a montré déjà sa forme avant Milan-San Remo, Grégoire. Ouais, en vrai, c'était dingue. Moi, je m'attendais pas qu'il soit aussi fort sur cette course-là. Et derrière, il y a la UAE qui avait une équipe, mais une grosse armada, tu vois. Et il y a Christian Hirschi et Ulissi, ils font 2, 3, 4. On dirait la Movistar. Ouais, d'ailleurs, à noter qu'aussi, ce qui a bénéficié à Alberto Bettiol, c'est que derrière, ça s'est pas trop entendu. Donc, la UAE, ils avaient 3 bonhommes, mais ils font 2, 3, 4 et ils loupent la première place. Alberto qui l'emporte. Bah, en vrai, il était beaucoup trop fort. Et petite dédicace à Emil Herzog qui fait 7. On était avec lui à Oman et tout. Il marchait fort. La Bora a voulu lui emmener le sprint et tout. Ils avaient aussi beaucoup de monde derrière, mais ils ont pas réussi à ramener sur Bettiol, qui était décidément une jambe au-dessus de tout le monde. Mais ouais, très belle. Et aussi, petite dédicace à Arnaud Desmar qui fait 17ème et qui termine premier français. Vas-y, moi je voulais aussi dédicacer Benjamin, c'est un pote à moi. On dédicace tout le peloton. Le même jour, on avait une autre course, Grégoire, c'était Nokere-Corse. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'était une course pour les sprinters, ouais. Et ça s'est fini au sprint. Il y avait la parallèle chez les filles. Le même jour, les filles partaient avant les garçons, mais on y reviendra dans l'actu Full Gas avec un E. Et c'était une course de malade avec du pavé, tout ça, une grosse chute dans le final. Et derrière, c'est Tim Merlier qui s'impose. Il a fait un sprint de fou furieux. Je sais pas si tu vois, quand il prend le virage, il fait une accélération, il prend directement 5 vélos d'avance. Ouais, Tim, vrai gazier, en patron, il s'impose. Petite dédicace quand même à Fabio Jakobsen qui termine deuxième. On l'a vu en demi de saison, c'était un peu dur, le changement d'équipe chez la DSM, pas très affûté, il faut dire. Et là, sur un sprint plat pour les sprinters, il est deuxième, donc là ça fait plaisir. Et puis il bat Philipsen, donc ouais, c'est c'était une vraie course avec des vrais sprinters, hein, parce que derrière t'as Philipsen, Ackermann, Consoni, puis plus loin t'as Menten, Hofstetter, premier français qui est 9ème. Ouais, c'était une vraie course pour les sprinters. Du coup, Merlier en forme. Je te propose qu'on aille sur les pavés maintenant au Grand Prix de Denain. Petite dédicace à Johan Ofredo. L'année dernière, c'était notre première course sur le terrain avec Johan. Ouais. Il nous avait invité dans les coulisses pour commenter cette course avec France TV. Et du coup, on a suivi ça. Et ouais, c'est un peu l'une des premières courses qu'on fait sur le terrain à deux, je crois. Ouais, avant Paris-Roubaix. Paris-Roubaix. Et du coup, tu sais, petit coup de cœur de cette course. Ouais, c'est marrant parce qu'on était avec Johan ce week-end. On a reparlé. Tu fais, alors Johan, t'as pas trop pensé à nous. Ça faisait un an qu'on se connaît. C'est un bon. Il y a un an, tu as rencontré les gens qui ont sûrement changé ta vie. Le mec. Mais c'était une course de malade, par contre, pour être plus sérieux, c'était vraiment une course abusée. Bah ouais, c'est Yannick Stemle qui gagne pour Q36.5, l'équipe de Cancellara. Et il vient Cancellara, je crois que c'est Tudor, ouais. C'est l'équipe de Nibali. De Nibali, ouais. Oui, de Nibali. Oui, tu sais, il y a tout, il y a même Contador qui a son équipe en Italie, là, donc il s'impose dans l'échappée devant Cyril Dessa et le Belge Dries Van Gestel. Mais en fait, c'était une course de malade. T'as l'échappée de 3 qui est sortie. Alors tu vois sortir Yannick Steimle, Cyril Desal et Maxime Jarnet pour Van Roubaix. Là, tu te dis, bon, c'est une échappée classique, tu vois, t'as des équipes de Conti qui sortent en échappée sur une course et tu dis voilà. Ouais, ça a pas sauf que derrière il s'est passé un truc de malade, c'est que t'as un groupe de 8 qui ressort. En fait déjà ça se regarde beaucoup et même avant ce moment-là, t'as quand même t'as un vrai match entre ce groupe de 8 qui ressort et l'échappée, t'as encore une minute à genre 10-15 bandes de l'arrivée, tu vois, c'est pas sûr que ça va au bout. Oui, c'est pas sûr que ça va au bout, mais après t'as un groupe de 8 qui s'en va avec plein de gaziers et notamment Stéphane Kung. Lui le spécialiste des pavés, mais c'est lui qui va faire la faute. Il va mettre tout le monde au tapis, il glisse. C'est dans le
La faute, elle se passe dans le dernier secteur, là, dans le secteur de Vennes-le-Sec, qui était pas sec du tout, genre qui était vraiment tout mouillé. Ouais. Et il part de l'avant et il emmène tout le second groupe au sol. Du coup, bah, c'est ça qui va permettre à l'échappée d'aller au bout. Malheureusement, Maxime Jarnet va péter dans le dernier secteur aussi également. Du coup, il va réussir à sauver un top 10, quand même une 6ème place, mais il va pas aller au bout avec ses 2 autres compagnons d'échappée. Premier français, Hugo Page qui fait 5ème. Et je voulais juste placer un petit mot pour Stéphane Kuhn qui vit pas un moment quand même un peu compliqué. On sait qu'il a dû faire avec sa femme, ils ont eu un problème avec un enfant qui est mort-né quoi, dans le ventre, et c'est un moment pas facile, c'est des moments compliqués, il y a ça, la chute en course et tout, donc juste une grosse pensée, et on peut pas faire plus que le soutenir et lui donner notre soutien à Kuhn qui vit une période compliquée quand même. Je te propose qu'on passe à l'autre course qui avait lieu, la Bredeneux Coxside classique. J'ai vraiment du mal avec le Coxside classique. Coxside classique. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce Tu vas qui te s'est mettre tous passé les Belges à dos, mec. Ouais, mais Ils vont être devant ta maison. Déjà en cyclocross, quand on fait des fautes, ils sont là dans les mais commentaires. c'est pas facile à dire. Non, c'est dur. Puis, tu vois, nous, on suit pas mal les courses en France de base et tout. Et là, franchement, les courses belges, elles sont pas faciles à dire. Et surtout que t'as à chaque fois le nom en belge et le nom en français. À chaque fois, tu te mélanges. Mais bon, bref, on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour parler de cette étape qui a été marquée par beaucoup de bordures. Et à la fin, c'est Luca Mozzato qui s'impose devant Groenewegen et Au Tyson. sprint, ouais, au sprint. franchement, quand tu vois les sprinteurs derrière, Groenewegen, Tyson, Consoni, Dely, Lippins, De Klein, Dupont, Stetter, premier français, Van Gestel, Magnier qui fait 11 aussi dans le premier groupe, ça c'est ouf. Mais c'était une vraie start list avec des gros sprinteurs, et tu vois que Mozzato a gagné pour l'Arkea, une tu vois. course active avec beaucoup de bordures. Bah, il y avait eu le Kemmelberg, tu vois. Ça, c'est vers chez toi, tu connais bien, t'allais C'est le très faire bien, pour faire ton tempo là-bas. Et bah, tu vois, quand t'as le Kemmelberg, t'as du vent sur les routes comme ça en Belgique, ça a borduré. Et c'était la vraie classique belge sous la pluie et tout. Moi, je kiffais regarder la course. À noter que le premier français, c'est Hugo Hofpeter de Israël qui termine 9ème. Et puis on arrive aux choses sérieuses, Grégoire. On arrive à Milan-San Remo. On va pas trop s'attarder parce qu'on va faire tout le focus dessus, la deuxième partie. Est-ce que tu veux pas, alors, dans ce cas-là, on balance juste le résultat de San Remo? Vas-y. Philipsen qui s'impose devant Matthews et Tadej Pogacar au sprint. On y revient dans le focus. Mais il y a un autre truc ce week-end qui a marqué plus que Milan-San Remo. Tu vois, Milan-San Remo, c'est bien, c'est un monument et tout. Il y avait la Coupe de France, les manches 3 et 4. Il y avait Cholet Aglo le dimanche et la classique Loire-Atlantique le samedi. Et on a eu un Français de chez Decathlon et G2R qui nous a fait une masterclass. Et oui, en effet, Paul Lapera qui fait le doublé sur le week-end, qui gagne le samedi la classique Loire-Atlantique et le dimanche à Cholet Aglo Tour. Et 2 victoires superbes en plus. Il a pas gagné il a pas compté ses coups de pédale, le gazier. C'est sa première victoire de la saison, c'est ses 2 premières victoires de sa carrière, pardon. Je sais pas si tu te souviens comment on l'avait découvert, Paul Lapera. Il est passé pro il y a 2 ans, je crois. Mais à l'UAE Tour, il y avait une échappée qui était allée au bout. Il avait fait 2 de cette échappée-là, il était parti. Et c'est là que je m'étais dit, oh ouais, il vient de passer pro, il fait 2 sur l'UAE Tour et tout. Et là, bah, il gagne en puncher, tu vois, la première étape. Et la deuxième, punch. Et finalement, ça revient dans un groupe groupé. Et il arrive à trouver le dernier ticket de sortie pour aller faire 1 kilomètre. Magnifique. En échappé le premier jour et coup du kilomètre le deuxième jour. Et ça nous permet, enfin, je veux dire, quand t'es Decathlon G2R, que tu viens de changer de maillot, tu te dis, bon, ça serait bien qu'on gagne, que les gens voient notre nouveau maillot. Mais et là, là, bam, il gagne 2 fois dans le week-end, c'est le meilleur coup de com'. Magnifique. D'ailleurs, tu penses quoi de ce nouveau maillot? J'ai prévu d'en parler juste après. C'est prévu qu'on en parle et qu'on débatte sur ce nouveau maillot. Petite dédicace à Maël Guégan qui fait 10ème sur le Cholet Aglo Tour. On lui passe le bonjour. La bise, Maël, bravo. petite bise. Voilà pour les résultats de la semaine, les résultats masculins, et je vous propose qu'on passe directement sur le focus, l'analyse de Milan-San Remo. Milan-San Remo, Grégoire, le premier monument de la saison, la course la plus facile à terminer mais la plus dure à gagner. Qu'est-ce que t'en as pensé cette année ? C'est ouf parce que cette course c'est à la fois la plus chiante, tu vois. Tu vas regarder ça, même si tu regardes les 100 derniers kilomètres, tu t'ennuies comme un zinzin. Et par contre, bah dans les 30 derniers kilomètres, t'as cette pression qui monte comme ça crescendo. Et à la fin, tu finis par gueuler avec tes potes et être en transe devant la télé, tu vois. Et surtout cette année, c'était une super édition encore. Ouais, magnifique édition. On a vu un Van Der Poel qui, pour sa reprise en maillot de champion du monde déjà, full white. Beau gosse. Il a un charisme. Cuissard blanc, ouais, ça lui va trop bien. Moi, je kiffe, hein. Et c'est marrant parce qu'il y avait Luc Plapp aussi qui était avec son maillot de champion d'Australie blanc, avec le cuissard blanc et tout. Et franchement, ils ont la classe, tu vois. On les reconnaît dans le peloton, ils ont la classe. Ouais, après, comparons pas Van Der Poel à Luc Plapp, s'il te plaît. Faut être serein avec les P foireux, quoi, par contre. Pas ouf celle-là. Et du coup, on a eu un scénario de course assez classique, une échappée avec pas mal de coureurs. Petite dédicace à Romain Combo qui a eu le courage de se faire ses 250 bornes d'échappée. C'était le seul à l'avant, français. Le seul français à l'avant. Avec toutes les équipes Conti italiennes.
qui voulait montrer le maillot. Et scénario somme toute classique, à part que c'était l'édition la plus rapide de l'histoire. J'ai vu Pogacar 46 de moyenne sur 300 bornes. Ouais, bah ça fait plus que quand je fais mes 80 bornes le dimanche, tu vois. C'est pas mal. Franchement, c'est énorme, mais ça va de plus en plus vite. Le vélo, c'est de plus en plus organisé. T'as plus en plus le matos qui évolue et tout ça. Mais 46 de moyenne sur presque 300 bornes, c'est énorme. C'est énorme. Et on a eu un scénario somme toute classique. Alors pour refaire un peu la fin, ce qui s'est passé, c'est que Pogacar déclenche dans le Podio. Non, dans la Cipressa. Dans la... Déjà, il met à rouler. Oui, mais il se détache dans le Podio. Ensuite, Van Der Poel se la revenir et Van Der Poel ne passe pas de relais et favorise le retour derrière du groupe de sprinters avec son sprinter Philipsen. Et à la fin, c'était un gros pari. Hein, et à la fin, c'est Philipsen qui s'impose au sprint devant Matthews qui fait un superbe sprint et Tadej Pogacar qui vient se caler devant Matt Pedersen. Franchement, t'en as pensé quoi, Grégoire? Si tu devais analyser un peu ce final, analyser un peu ce scénario, qu'est-ce que t'en penserais? Moi, j'ai envie de parler déjà du passage dans la Cipressa déjà parce que t'as eu le gros travail de la UAE dans la Cipressa avec un énorme travail à l'avant de Isaac Del Toro. Quand même, quand t'es Pogacar, t'es emmené par Isaac Del Toro et derrière t'as Tim Wellens encore. Justement, moi je te laisse finir, mais je suis pas d'accord. Mais en fait, le truc c'est que je sais pas, Del Toro il a monté à bloc et j'ai l'impression qu'il y a eu un problème de timing. On en parlait parce que, pour tout vous dire, on était dans un week-end dans le sud avec une marque et on a lancé un live avec Yo-Yo Fredo, avec Sarius Charlie qui live sur le foot normalement, mais qui est normalement notamment l'un des organisateurs du virage Pinot. C'était très sympa, on a lancé un live, on a commenté les derniers kilomètres de Milan-San Remo, on a passé un super moment. Il y avait aussi Bernard Hinault dans le fond. Il y avait Bernard Hinault dans le fond. Qui nous a donné le prono de Bernard Hinault, on peut en parler? Ah, c'était Pogacar le prono. Bernard Hinault est fan de Pogacar, je pense qu'en même temps il se reconnaît un peu en lui. Il se reconnaît un peu en lui et... Mais bref, du coup dans la Cipressa, on s'en est rendu compte, je pense tous au même moment, il y a eu un problème de timing parce que t'as Isaac Del Toro qui passe son relais, d'un coup Tim Wellens ne va pas prendre le relais, je pense que Tim Wellens était prévu pour le Poggio et Isaac Del Toro devait tenir toute la Cipressa, mais en tout cas il y a eu un gros moment où ça s'est regardé. Et du coup, je pense que ça a favorisé la récup de tous les sprinteurs et tout. Ils ont pas réussi comme ça à sortir les sprinteurs. C'était surprenant ce moment où tout le monde s'est relevé. Moi, je pense qu'en fait, il y a eu une erreur de rythme. En fait, on est arrivé sur, et comme tu dis dans la Cipressa, sur un faux rythme. Du coup, c'est regardé un peu sur les 10 bornes de plat entre la Cipressa et le Poggio. Et arrivé au Poggio, on a eu un problème, c'est que le pied du Poggio, je crois que c'est Lidl Trek qui commence à rouler à l'avant. Et quand tu vois que c'est Lidl Trek qui roule pour Mats Pedersen, tu te dis, mais qu'est-ce que tu fais, Pogacar? Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a roulé le pied du Poggio comme ça. Et en fait, ce moment où ça roulait pas à bloc, et c'est ce moment qui a permis aux sprinteurs de s'économiser, de sauver un peu leur barre d'énergie. Et en fait, quand Tim Wellens est venu rouler, et c'était déjà trop tard quoi. Pogacar il attaque un peu après la cabine et c'est il fait quand même un gros trou cette fois-ci. Mais oui, il fait un gros trou. Non, de Van Der Poel il s'y prend 2 fois. Déjà. Oui, il attaque une première fois, ça part pas, et après il en remet une. Non mais d'accord, mais après, quand il en remet une, la force de Van Der Poel pour revenir dans la roue, c'est ouf. La force de Van Der Poel est énorme, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, c'est la UAE qui ont mal joué leur coup. Parce que, en fait, il y a eu un faux rythme qui a permis à tout le monde de s'économiser un peu. Oh. Si Pogacar, et le rythme, il est déjà à bloc dès le pied, si Wellens, il prend le pied à bloc, déjà si Isaac Del Toro, il fait son travail à bloc dans la Cipressa jusqu'au bout, et c'est là où je suis pas d'accord avec toi, Grégoire. Oui, il y avait des coéquipiers de fou pour la UAE, mais non, ils ont pas été à la hauteur. Et excuse-moi de le dire et j'assume. Non mais c'est vrai. Ça va, c'est pas non plus. Mais non mais j'ai l'impression que t'as. Non parce que t'as si de position. Mais non mais si tu fais rouler un équipier, je sais pas, normalement Tim Wellens et Isaac Del Toro. Le truc c'est que c'est pas assez dur, je pense à Cipressa pour ressortir. Et c'est pas assez dur, mais en tout cas Isaac Del Toro il a pas tenu jusqu'au bout. Parce qu'il a monté à bloc, à un rythme il était à 110%. Oui mais si t'as Pogacar derrière, tu dois monter encore plus vite. Ouais mais il y a eu un problème de timing parce que quand il se relève il y a personne. Timing et peut-être qu'il était pas en jambes aussi, Isaac Del Toro. Je trouve qu'ils ont des problèmes d'oreillette, je sais pas quoi, mais il y a un problème de travail d'équipe aussi. Autant l'année dernière, quand Maurici gagne. Je suis pas d'accord avec toi. Quand Maurici gagne, le travail d'équipe est superbe. Tu sais, je sais plus qui c'est là qui fait le trou en haut du Poggio. Oui. Du coup, ça casse. Ils sont 5 devant. Là, le travail d'équipe est parfait. Et en fait, je pense que c'est la course la plus dure à gagner parce que c'est une course tellement tactique à gagner sur une distance très courte. En gros, t'as pas droit à l'erreur. Il y a une vraie notion de timing parce qu'en gros, t'as 30 bornes pour faire la diff. Et 30 bornes avec des côtes pas non plus. T'as pas les pourcentages de zinzin quoi. T'as des passages de 8-9%, mais c'est pas
pas. Pour nous, amateurs, c'est gros, mais pour les professionnels, c'est pas non plus énorme. C'est sur des petites durées, t'as quand même de l'aspiration. Et je pense que tu vois, dans la Chypressa, ils étaient pas assez forts, la UAE, pour faire la différence. Ou en tout cas, il y a eu un problème de timing. Il leur manquait peut-être encore un équipier qui aurait pu. En fait, il faudrait que ça monte au sprint, que tout le monde soit collé. Mais je pense même si tout le monde l'était, tout le monde soit pendu. Et qu'après, il contre au bon moment Pogacar dans le Poggio. Mais là, mais tu vois, mais pour moi, en contrant à la bascule, comme il a essayé de faire là avant la cabine. Derrière, en fait, tu fais un écart, mais pas trop. Surtout que là, t'as Van Der Poel qui prend la roue. Et quand t'es Philipsen, que t'as Van Der Poel en équipier, bah c'est royal. Attends, t'as le champion du monde qui se sacrifie pour que t'ailles gagner Milan-San Remo. Moi, je tiens à dire qu'il y avait un arc-en-ciel sur la route sur Milan-San Remo. C'était Van Der Poel et le travail de Van Der Poel était juste sensationnel. Quand tu l'as dit, hein, quand Pogacar s'envole dans le Poggio, le travail de Van Der Poel tout seul qui relâche tout le monde et qui revient à la pédale dans la route Pogacar, c'est Pogacar, le mec, c'est pas n'importe qui devant, et qui là, il arrive, on dit bon bah ça termine à 2, Pogacar, Van Der Poel, ils vont passer les relais et c'est bon, Van Der Poel il tape au sprint. Et non, le sacrifice de Van Der Poel, alors que c'est sa reprise, alors que c'est un monument qu'il a gagné, c'est le tenant en titre parce qu'il a gagné l'année dernière, il se sacrifie, il privilégie le retour de Philipsen. C'est risqué parce qu'on a vu qu'il a pas gagné pour grand chose en devant Mathieu. Philipsen, en plus il y avait des petites polémiques comme quoi il doit peut-être partir de l'Alpecin. Les courses de semaine, tu vois bien qu'il perd devant Merlier, qu'il perd devant Jacobsen. C'est ouf comme. Après, c'est normal, il veut faire monter les enchères, il veut peut-être réévaluer son salaire, tu vois. Philipsen, on peut pas lui en vouloir, il veut peut-être mieux gagner sa vie, vu qu'il est en fin de contrat à la fin de l'année, c'est un moyen aussi de renégocier son salaire. Mais quand il dit je vais voir dans quelle équipe je peux aller parce que moi j'ai envie de gagner, il faut que je trouve une équipe aussi qui a un bon train et tout ça pour les sprinters. Quand t'as Mathieu Van Der Poel en équipier, en poisson pilote sur le tour, qui t'offre Milan-San Remo, enfin comment tu peux dire j'aurais peut-être mieux ailleurs. J'ai vu une interview de Brian Cogar qui disait ça, c'est qu'en fait la différence c'est que Philipsen, c'est Van Der Poel qui le dépose. Et il a pas besoin de plus. T'as pas besoin d'un train quand t'as une locomotive. C'est ça, pas ouf. Quand t'as une Ferrari. Vas-y, ok. Attends, on la refait. T'as pas besoin d'un train quand t'as. Ah non, c'est pas ouf là, tu bégayes trop. Non, mais bref, Philipsen. Tu sais, c'est l'humour en mode on est fatigué du week-end, tu vois. Mais un peu, ça tire d'enchaîner comme ça les événements. Bon, c'est pas le sujet. Et du coup, Philipsen qui profite du travail énorme de Van Der Poel. D'ailleurs, Van Der Poel il termine 10ème, il s'est complètement sacrifié et il passe pas de relais à Pogacar. Le groupe derrière il revient. Et moi, à ce moment-là, on se rappelle, il y avait Yuyo Fredo, il y avait Sayou Charlie. Et là, j'étais en mode, les gars, je comprends pas. Moi, je suis Van Der Poel, je passe les relais avec Pogacar. Mais c'est juste que c'est un amour, ce mec, peut-être. Il s'est sacrifié pour Philipsen, mais même derrière, Philipsen, il est pas en forme ce début de saison. Bah, il était pas en forme. Et là, vous me voyez pas, mais je fais des guillemets. T'es pas en forme. Ok, il a moins gagné. Tirreno s'est fait battre par Milan. Il s'est fait battre par Tim Merlier, par Jacobsen. Par Tim Merlier, par Jacobsen. Ok. Sauf que bon, il gagne la plus importante. Donc, je m'en fiche. Derrière, t'as Matt Pedersen qui est en pleine bourre, qui fait un début de saison tonitruant. Ah mais enfin ça fait un bout de temps qu'il a un début de saison tonitruant lui depuis janvier. Mais et tout. Grégoire, Matt Pedersen est en pleine forme, Philipsen n'est pas en forme et Van Der Poel se sacrifie. Mais comment tu peux dire qu'il est pas en forme? Il a gagné la plus belle course du début de saison. Il a gagné celle-là, mais c'est la plus belle. Mais Grégoire, je te parle sur le moment. Sur le moment, quand Van Der Poel il se sacrifie. Mais quand Van Der Poel se sacrifie, Philipsen il. Oui, mais Philipsen il a pas. Mais si Van Der Poel se sacrifie, c'est que Philipsen est bien, il y a des oreillettes. Oui, je suis d'accord, il est bien, mais est-ce qu'il est mieux qu'un Pedersen? Enfin, c'est plus rapide, à mon avis, il est plus rapide que. Je suis d'accord, mais c'est quand même plus risqué que de passer sur là avec Pogacar et de taper Pogacar au sprint. Bah, la preuve que non, parce que Pogacar il fait 3 au sprint. Non, ok. Il fait devant Pedersen. Et après, Van Der Poel, il l'aurait fumé, Grégoire. Je sais pas. Parce que le sprint a été spécial, parce que Pedersen, on peut dire aussi Matt Pedersen sur le sprint, il fait n'importe quoi. Oui, non, mais la Trek a fait n'importe quoi dans le sprint final. Je comprends pas pourquoi ils ont balancé ce sprint. Pedersen, il fait 400 mètres en mode faire 500, il va à droite de la ligne, il revient à gauche. Et voilà. J'ai compris, oui, il a fait 300 mètres de plus que tout le monde, genre. Ouais. Bah, vrai débat. Bon, bref, on va pas s'intéresser dessus. Moi, je voulais juste. Pour moi, par contre, excuse-moi, pour clore le débat, pour moi, tu peux pas dire qu'un gars n'est pas en forme quand il gagne la plus belle course. Je te dis pas que. Mais Grégoire, je te dis, laisse là où tu comprends pas. Je te dis qu'avant de la gagner, ses résultats n'allait pas dans le sens en mode, même au départ, Philipsen nous disait il peut la gagner largement, mais c'était pas le favori. Non. Mais en cas d'arrivée au sprint, on croyait tous plus en Matt Pedersen, tu peux pas dire le contraire. Non, à partir du moment, dans le final, à partir du moment où Van Der Poel s'est sacrifié, on a dit Philipsen va gagner, on était devant le live, on était tous comme ça. Parce que. Ouais, pas si sûr, c'était risqué. Mais il avait la pression.
Ah oui, par contre, il avait la Il pression. avait la pression. Ah bah, parce que mais de toute t'as façon, Van quand Der t'as Poel Van qui Der Poel sacrifie un monument pour lui. Mais moi, Van Der Poel, il me dit bonjour, ça me fout la pression. Alors, il sacrifie pour moi, c'est ouf. Et par contre, ce mec, il me complexe, hein, on peut en parler 2 secondes. Ouais. Il est parfait. Il est parfait, il est beau gosse. Ouais, il fait du même le musique. mulet, ça lui va bien. Moi, C'est le seul cycliste, il est baraque. Moi, ouais, il y en a d'autres. On va dire ça à Gleb Stiritsa. Lui, il est costaud, lui. C'est différent. Non, mais ouais, il me complexe, tu vois. Et voilà, aussi, je voulais revenir aussi sur le sprint de Michael Matthews, qui, superbe sprint, on l'attendait pas à ce niveau-là, on peut le dire. Et sur la fin, il touche un peu Philipsen sur le sprint, il peut le pousser sur la barrière vers la gauche, et sportivement, il se remet droit et il laisse la place à Philipsen qui vient de le sauter sur la ligne. Peut-être que c'était lui le plus fort. Mathieu. Ah, je pense pas que c'est le plus fort. Avant la ligne, il est devant. Après la ligne, il est devant. C'est vraiment que sur la ligne que au sauté de vélo que Philipsen est là. Et est-ce que le petit décalage minuscule qu'il fait pour se décaler et laisser la place à et penser dans son cerveau et se dire attends, je vais pas décaler, est-ce que c'est pas ça qui lui a fait perdre la course? Je joue l'avocat du diable. Pour moi, si Matthews continuait le sprint sur sa trajectoire, c'était limite parce que mais ça gagnait. Il sprintait en diagonale. Ça gagnait, mais peut-être après il est déclassé. Hein. Si le mec il sprinte en diagonale, il met Philipsen dans les barrières. Pour moi, Matthews a. Bref, en tout cas, je suis pas sûr que ce soit le plus fort. Hyper sportif. En tout cas, quand il se rend compte qu'il est en train de serrer Philipsen, on voit qu'il change un tout petit peu sa trajectoire. Et c'est peut-être le boyau qui lui manque à la fin pour aller gagner. Mais s'il continue sur la même trajectoire, bah, il sprinte en diagonale, il laisse pas passer Philipsen. Et ça, après, c'est pas forcément. C'est pas forcément quelque chose de très fair-play ou alors c'est pas forcément un sprint légal quoi. Bref, il était trop fort Matthews, il a une stat qui est sortie et il est tout le temps placé, tout le temps dans le top 10, il fait 2, il a peut-être raté la chance de sa vie et c'est un mec que je kiffe trop, qu'il faut jamais enterrer sur n'importe quel classique, sur n'importe quel monument, il est un peu immortel ce mec. Et Grégoire, je voulais revenir sur un truc aussi, Pogacar qui s'enfuit sur la fin du Poggio, on a déjà expliqué ce qui s'est passé, Van Der Poel qui vient le rattraper, mais au sprint il arrive à faire 3 dans un groupe quand même devant Pedersen, devant notamment Bettiol, Alaphilippe, Stuyven, Van Der Poel. Tu mets pas Van Gils. Mais Van Gils n'est pas forcément meilleur sprinter que Pogacar. Non, le sprint de Pogacar est exceptionnel. Et son arrivée à la fin, quand il arrive, il va voir Philipsen comme un gamin. Il s'est bien amusé, il saute dans les bras de tout le monde. C'est trois vrais potes, hein, Matthews, Philipsen et Pogacar. Enfin, en tout cas, Pogacar est très pote avec Matthews et est très pote avec Philipsen. Philipsen et Matthews, je sais pas s'ils sont copains. C'est pas la cour de récré, t'as les potins aussi. Je crois que. je sais pas s'ils jouent au billes ensemble. Tu penses qu'ils sont allés en soirée ensemble et tout? Alors tu vois, je sais pas. Je sais pas s'ils font des soirées ensemble. Je sais pas, en tout cas, énorme tu me poses une vraie colle là par contre. Énorme sprint de Pogacar. Et aussi, je voulais juste avant de terminer. Peut-être des soirées karaoké. L'analyse. Laisse-moi être sérieux. L'analyse avec Alaphilippe qui fait 9ème, qui est dans le groupe de tête. Grégoire, parle-nous de Julien. Mais non, à trop Paris, fort. il était un peu dégonflé. Il avait une petite crevaison sur il était crevé, ouais. Ouais. Crevaison lente. Ouais. Il était comme Luc, il était à plat. Luc Plap. Il était à plat. Je crois que t'allais dire il est comme Luc, il est Lamperti, là j'allais pas comprendre. Non, c'était pas ça la vanne. Ok. Non mais ouais, 9ème au sprint, alors qu'à ce qui paraît il avait un peu crevé, dégonflé, on s'en sait pas plus. Ouais. Mais est-ce que Alaphilippe, quand il chute pas, tu vois qu'il peut encore rivaliser? Alors peut-être pas gagner, mais il peut être dans les top 10. Ah donf, mais pour moi peut-être que, tu vois, s'il avait pas ce problème de roue, parce que s'il est vraiment dégonflé, c'est chaud de sprinter, hein, ou crever en crevaison lente. Donc peut-être que sans ça, tu vois, il aurait peut-être pu aller chercher un podium, tu vois. Il a déjà gagné San Remo, il aurait pu le refaire. Ouais, podium, je sais pas, mais parce que quand même, quand tu vois les mecs devant, il aurait battu Pedersen, Philipsen ou Matthews ou Pogacar. Mais si Pogacar fait podium, tout le monde peut faire podium. Pogacar, je crois qu'il a dit aussi dans la presse, comme Philipsen, qu'il voulait changer d'équipe parce qu'il voulait un vrai train pour le sprint. Pogacar, il a dit il veut gagner. T'as pas de blague là-dessus. Chercher une course. Il a pas de blague. Et sur ce non-blague de Grégoire, je vous propose qu'on passe à la 3ème rubrique. Fatigué, mais... C'est les autres actus pour avoir un peu les potins. Et tu vas pouvoir parler du maillot de Décathlon. Ah, les autres actus. Les autres actus, Grégoire, je te propose avec l'actu que tu voulais le plus parler, c'est le nouveau maillot de Décathlon AG2R. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, il y a un coup de cœur et un coup de gueule. Coup de cœur parce que le maillot est trop stylé. On avait eu la chance de le voir un peu en avance, tu vois, mais on l'avait juste vu rapidement comme ça sur une arrivée de Paris-Nice en sortant un peu du sac, tu vois. J'avais kiffé déjà le truc un peu Milky Way, la voie lactée et tout, trop stylé. Franchement, la DA est cool et au final, vu dans le peloton,
Bah, il est bleu marine, comme la Groupama FDJ, comme la Israël Première Tech, comme un peu Soudal, mais encore que Soudal, on les différencie avec la bande blanche. Il y a une autre équipe qui est bleu foncé, tu veux pas m'aider? Alpecin, qui est. Ah, Pulsin, mais eux, mais Alpecin, il est dégueulasse le maillot. Alpecin, eux, ils ont. Non, mais il est dégueulasse le maillot, frère, ils ont fait un effet de jean, frère. Non, vraiment, on parlait de Décathlon, on est Non, pas non, là frère, pour- mais pour on peut les parler gens. de Alpecin, désolé, frérot, je sais pas, c'est qui ton designer, mais vire-le, frérot, mon petit frère, il design mieux, frère. Arrête, mais t'es méchant. Et là, je te dis une chose, et je dis que c'est vrai, je pense que Van Der Poel n'a pas le maillot de champion du monde, il demande de quitter l'équipe directement. Parce que comment tu peux mettre un mec avec autant de charisme avec un maillot aussi moche? Et dites-vous qu'on est très énervé parce qu'il est encore plus moche en vrai. Et quand on est sur les Oui, paddocks, c'est. je me suis dit, en vrai, il y a peut-être il est horrible, frère, on dirait une imitation Ouais, loupée. on parlait de Décathlon. Et c'est quoi la prochaine étape? Fais-moi un costard cravate, frérot. Genre, c'est quoi? Ils vont faire. Ça serait stylé. Ils vont faire la moon Louis. Je sais même plus quoi dire, frère. Je déteste. Decathlon chez 2R, désolé. Du coup, bah très beau. Et même, tu vois, je trouve qu'il ressemble vachement. Du coup, il y a un moment, tu sais, il y a un mec qui a crevé dans Milan-San Remo. Je sais plus qui c'était. C'est un mec de Decat à G2R. C'était Luc. Il est à plat. Ah, Encore. Je t'allais dire Lamperti. J'ai l'impression qu'on est dans une boucle. C'est le métavers, ça tourne en rond là. Mais et du coup, bah, quand je l'ai vu de côté, parce que quand tu filmes de droite et que le maillot est sur la droite du maillot, bah t'as la manche un peu verte, verdâtre là, turquoise. Et donc là, tu le reconnais le maillot, mais quand tu le filmes de l'autre côté, bah j'ai cru que c'était un mec de la Movistar, tu vois. Et du coup, le maillot est magnifique, y a pas de problème. Mais en fait, c'est cette année le peloton, il est bleu marine. C'est quoi? C'est Ouais, c'est ça. C'est quoi? Il y a beaucoup trop d'équipes pareilles et comme tu as raison, quand la caméra est de côté, et bah que ce soit un Israël, un Movistar ou un Decathlon à G2R, c'est dur de les reconnaître. Et du coup, c'est le seul truc quoi, il y a trop de maillots bleus, Quand il est beau, le maillot est magnifique. il y a trop de couleurs. Trop cool de près, les détails et tout, c'est splendide. Et ça va avec le changement de logo de Decathlon en général, tu vois. Non, l'idée est trop cool. C'est de toute beauté. Par contre, les voitures, Oh, et la le bus, dingue. elles sont Oh. incroyables les voitures. Allez sur les paddocks juste pour Oh les là voitures. là. Prochaine fois. Mais tu sais que moi j'ai pensé à un truc. La prochaine fois, je trouve une petite meuf, une copine. Ouais. Je la ramène, juste, je lui dis je t'emmène voir les étoiles. On se met allongé au milieu du paddock et on regarde la voiture à G2R. Et je dis mais regarde, c'est la constellation de c'est la pour- Pégase. C'est pour ça que t'es célibataire. Tu parles trop vélo, frère. Je te propose qu'on passe à l'autre actu. N'hésitez pas à nous faire vos retours sur le maillot Decathlon G2R, comme d'habitude sur les réseaux, dans la tête d'un cycliste, LTDG. Je t'emmène voir les étoiles. Et moi, je vais juste faire un petit point sur l'affaire Lefebvre, qui avait eu des propos, on se rappelle, un peu douteux en regard de Julien Lafilippe et de Marion Rousse. Alors, On est dans le politiquement correct. ces propos, il a été jugé aujourd'hui pour des propos publics jugés désobligeants à l'égard de la femme. C'est une amende de 20 000 francs avec sursis s'il ne fait pas des excuses publiques envers ces personnes et envers ses propos. Et si il reparle comme ça dans les 3 ans, et bah il prendra l'amende de 20 000 francs suisses. À noter que c'est des propos qui datent d'avant les propos qu'il a dit à l'égard de Julien Philippe et Marion Rose, donc ça a aucune corrélation. C'est les propos qu'il avait dit en mode à quoi bon faire une équipe féminine, des trucs comme ça. J'en sais rien, je me suis pas plus renseigné, mais je voulais juste annoncer. Nous, on va pas faire trop de politique, voilà, c'était juste pour que vous ayez l'information. À vous de juger ce qui est bon, pas bon. Nous, on Moi, je pense pense que. enfin, moi, je vais prendre ma position. Globalement, je trouve que c'est quand même bien. Enfin, tu peux pas parler mal comme ça dans la presse. Voilà, le des cyclisme, femmes et surtout tout ça. le cyclisme Non, mais non, féminin. ça dépasse le cyclisme. Le cyclisme féminin se développe de plus en plus. On a besoin d'aider nos gazières, nos gaziers. Et du coup, c'est pas avec des pensées, des choses comme ça que ça marche. Et du coup, tu vois, on a cet esprit jeune de par le peloton féminin et de par tous les jeunes cyclistes et médias qui commencent à. Bah, on en a marre d'entendre des choses comme ça, qu'on en a marre parfois de ce vieux monde qui a plus rien à faire ici dans le sport. Mais, et d'ailleurs, ouais. Carrément. Non, mais c'est plus possible, quoi. Tu peux plus parler comme ça. Que bah, juste, voilà, la décision a été prise, c'est bien. Et en plus, c'est la transition parfaite pour passer à l'actu full gaz avec un E. Bah non, j'avais encore quelques. Ah bah c'est pas la transition parfaite pour passer par l'actu full gaz. Non, j'avais encore 2-3 infos à vous sortir pour que vous ayez des infos comme ça. Deli qui a été forfait sur le Sama. Non. Milan-San Remo. Qui était forfait sur Milan-San Remo après sa chute sur le Sama. Il avait abandonné sur l'étape 4 de Paris-Nice. Voilà, là il va récupérer, bien tout remettre en place, se préparer pour Roubaix et le Tour des Flandres. Donc bonne chance dans sa récup. Roglic qui va aller sur les Ardennaises pour préparer le Tour de France finalement, alors que c'était pas prévu. Donc il sera sur les Ardennaises en avril. C'est des courses qui peuvent très bien lui convenir. Bah oui. Qui lui conviennent. Il me semble qu'il a déjà gagné un certain Liège-Bastogne-Liège. Mais alors c'est vrai que là sur
Paris-Nice n'était pas prêt. J'espère qu'il sera plus prêt et qu'il aura une bonne équipe pour l'entourer. Et clin d'œil à nos VTTistes, Pauline Frérot et Victor Koreski qui ont remporté la première manche de Coupe de France de VTT à Marseille, et PFP qui vient signer la 500e victoire professionnelle pour l'équipe Ineos. Et aussi, dernière petite info, Sagan qui devait prendre le départ de cette Coupe de France, il l'a pas pris finalement à cause des problèmes de cœur et il va se faire d'ailleurs encore tachycardie, je crois. Ouais, il va encore se faire opérer du cœur. Donc voilà pour les petites infos comme ça en vrac. Et tu parles de Koretsky, son nouveau vélo est incroyable. Et nouveau maillot de Spé, il est incroyable. C'est vous allez voir, stylé, ouais. très très beau. Et je vous invite du coup à ce qu'on passe à l'actu full gaz avec un E. L'actu full gaz avec un E, Grégoire, avec le premier résultat de la semaine, Nokuru Korsøy. C'est aussi la course féminine, là où Team Marley a gagné. Chez les filles, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est Kopecky qui s'est imposé après une stratégie parfaite de la SD Works. De la SD Works tout simplement. Alors c'était trop fort. En fait, t'as Kopecky qui attaque, t'as une Movistar qui s'accroche dans la roue, il me semble. Et du coup, t'as Vebes aussi qui revient. Du coup, en fait, t'es devant avec Kopecky, Vebes. Elles sont trois avec une Movistar ou une fille de notre équipe. Et forcément, à un moment, t'as Kopecky qui réattaque, Vebes n'y va pas, l'autre n'y va pas. Et Kopecky, finalement, elle fait son petit numéro, elle va s'imposer toute seule. Et puis derrière, ça rentre un peu avec trois Movistar. C'est Lily Williams de Human Power Wells qui fait troisième. Ouais, mais c'est Vebes surtout qui vient plier le sprint pour la deuxième place, donc le doublé quoi. Et ce qui est hard, c'est que les Movistar, c'est vraiment la masterclass, mais elles font quand même, c'est ouf de faire 5, 6 et 7. C'est magnifique, franchement. Très belle course, du coup, encore très beau travail d'équipe de SD Works, on le dit, ils sont repartis sur des chapeaux de roue comme l'année dernière. Ils laissent que les miettes. Et d'ailleurs, il y avait le Tour de Normandie cette semaine. 4 étapes en Normandie avec des étapes plutôt vallonnées, un chrono pour commencer. Qu'est-ce qui s'est passé sur l'étape 1, Grégoire ? L'étape 1 a été remportée par Ellen Van Dijk, donc qui s'impose sur le chrono, donc une victoire de la Lidl Trek. La Lidl Trek qui a fait une bonne semaine de course globalement, on va le voir un peu plus tard. Et d'ailleurs, c'était un triplé néerlandais avec Rianne Marcus qui fait 2 et Lieke Neugen qui fait 3. Les deux filles de la Visma Lease Bike. À ce moment-là, du coup, Van Dijk prend le maillot de leader et va regarder jusqu'à la dernière étape. Hein. Sur l'étape 2, c'est Alonso Sandra de la Cerratic Team qui s'impose devant De Jong Talita et pour l'Auto Destiny et Confolenieri pour UnoX. Et la troisième étape, on n'est pas passé loin niveau français avec deux filles sur le podium. Gladys Verhulst qui fait 3 et Victoire Berthaud qui fait 2, la championne de France. Mais malheureusement, c'est Lauren Stephens qui s'impose, l'américaine de la Sinista Cycling. Donc voilà, on n'est pas passé loin et par contre, ça replace nos Françaises au général. Et par contre, sur la dernière étape, on a une course très très animée avec la victoire à la fin de la jeune américaine de 21 ans, Josie Nelson, qui s'impose devant Holmgren Ava et Ostad. Au général, c'est Ostad qui prend la première place du classement général. Pour une seconde, s'il te plaît. Ouais, ouf. C'est pas passé loin parce qu'elle fait 3 de la dernière étape, donc ça s'est joué à la bonif, quoi, c'est ouf. Elle s'impose du coup général devant Nelson Josie, donc la jeune américaine de la DSM, et Ellen Van Dijk qui perd tout sur la dernière étape. À noter la belle 4ème place de Victoire Berthaud à 1 seconde du podium et qui marche bien en ce début de saison, Grégoire. Ouais, c'est cool. C'est notre championne de France, représente bien le maillot tricolore, donc trop cool. Dommage de pas être allé accrocher ce podium, tu vois, ça joue à pas grand chose, quoi. Ça joue à 1 seconde, encore une fois, ça joue à la bonif. Mais bon, c'est très cool. Et puis on a deux autres filles dans le top 10. On a Marion Brunel pour la Saint-Michel-Mavic-Aubert 93 et Gladys Verhulst qui font 9 et 10. Donc voilà, une belle semaine en Normandie. J'espère que vous avez suivi attentivement la course. Toujours sympa de voir ça, surtout que les équipes françaises sont en forme. On a eu des retours au sein de la FDJ Suez qui a un niveau vraiment homogène et que les coureuses sont en forme dans l'équipe et qu'elles sont prêtes à aller se battre sur les classiques flandriennes et ardennaises. Ce sera d'ailleurs la suite de la saison pour les hommes et les femmes. On a hâte de suivre ça, toi aussi, Grégoire. Ouais, grave, mais il y avait aussi le penchant de Milan-San Remo chez les filles, là, le Trofeo Alberto Binda qui a eu lieu ce week-end et une fille de la Lidl Trek succède à une fille de la Lidl Trek. L'année dernière c'était Shirin Van Andreu qui s'était imposée et cette année c'est Elisa Balsamo qui s'impose devant Lotte Kopecky et Puck Peters. Donc c'est arrivé sprint dans un petit groupe et du coup elle succède à sa coéquipière. C'est sa 3ème victoire de la saison et elle fait une bonne saison parce qu'elle avait gagné dès son premier jour de course devant Marianne Vos. Donc Balsamo, gros début de saison, à voir ce qu'elle va pouvoir être capable de faire sur toutes les Ardennaises là.
et même les Flandriennes derrière. En tout cas, ça annonce du bon, tu vois que la. C'est la masse. D'abord les Flandriennes et après les Ouais, mais en tout cas, ça annonce du bon dans le sens où tu vois, la SD Works peut être battue quoi. Et ouais, la SD Works peut être battue, ça fait plaisir de voir un peu ce qui va suivre pour le peloton féminin, on va suivre ça attentivement. Et nous on se retrouve la semaine prochaine Grégoire pour le nouvel épisode de Full Gaz. J'espère que vous avez kiffé, n'hésitez pas à nous faire nos retours et ciao les gaziers. Ciao ciao.